Il est 17h sur France Culture. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'En français dans le texte. Bonjour à tous. Parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner lors du premier confinement les plus belles pages de la littérature française, à vous les faire écouter et réviser pour les moins de 18 ans, France Culture a choisi de poursuivre l'aventure en faisant vivre et revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophiques et historiques, lus par de grands comédiens et analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, lecture de Denis Podalides de la Comédie Française. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. À l'occasion des 27e journées nationales des prisons, c'est l'un des prisonniers les plus célèbres de la littérature qui nous accompagnera, Edmond Dantès, devenu le comte de Monte Cristo sous la plume d'Alexandre Dumas. Puis 17h55, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien pour la minute de fin, à écouter sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Chanté par Gainsbourg, par Reggiani, par Léo Ferré, par Jean-Louis Murat et bien d'autres, Baudelaire est un poète qu'on aime s'approprier, interpréter, voire revendiquer. Même s'il appartient à tous, aimer Baudelaire, c'est comme entrer dans un cercle d'initiés, de ceux qui ont quelque chose à partager avec ce poète si singulier, sa détermination, son absence totale de sérénité, les douleurs qui l'emportent. Mais Baudelaire, c'est aussi le poète à la reconnaissance tardive, d'abord jugé décadent et poursuivi pour offense à la morale publique et morale religieuse. Alors que Baudelaire dédie son recueil à Théophile Gautier, en lui donnant le titre de poète impeccable, celui-ci commente ainsi les fleurs du mal, les aveux de la passion vieillissante qui se déprave et les hallucinations bizarres de l'idée fixe tournant à la folie. Peu à peu, le regard sur son œuvre a changé. Ses vers ont infusé et Baudelaire devient d'abord le représentant de la bohème, puis un poète symboliste, par le recours sensible aux images, puis un poète classique, on le compare alors à Racine. Mais un étrange classique des choses qui ne sont pas classiques, selon la belle et si juste formule d'un de ses éditeurs. Baudelaire deviendra canonique au moment où son œuvre entre dans le domaine public, 50 ans après sa mort. De nombreuses éditions voient le jour et André Gide propose une préface de son œuvre où il fait l'éloge de cette harmonie des contours et des sons. C'est alors que Baudelaire fait son entrée dans les programmes scolaires, école où il est depuis lu, étudié et récité. Pour autant, Baudelaire reste très difficile à classer. Héritier des romantiques, 20 ans le séparent seulement de Victor Hugo, 10 de Théophile Gautier, il a recours comme eux aux motifs lyriques, passionnés et profondément mélancoliques. En 1859, dans une lettre à Hugo, il lui marque sa déférence, son admiration et comment écouter ces mots. « J'ai besoin de vous, écrit Baudelaire, j'ai besoin d'une voix plus haute que la mienne, de votre voix dictatoriale. Je veux être protégé. Une critique de vous, n'est-ce pas encore une caresse, puisque c'est un honneur ?» Mais Charles Baudelaire va aussi influencer considérablement les mouvements poétiques qui vont lui succéder, rappelle le poète récemment décédé Michel Butor. Il sera le maître étalon de la poésie française. Il est en quelque sorte le pivot autour duquel la poésie tourne pour devenir moderne, raconte Butor. Sans rien revendiquer, Baudelaire a créé un style qui façonnera la modernité. Charles Baudelaire vit en effet avec son temps, tout en le regardant sans indulgence. Allons croire, si le progrès fait passer le temps plus vite, il nous rapproche de notre mort, et cette angoisse est palpable dans son œuvre. Il écrit ainsi « Je suis condamné à vivre », ou encore « Et le temps m'engloutit minute par minute ». Sartre dit de lui qu'il est un révolté et non un révolutionnaire. Cette dualité qui crée chez ses lecteurs l'assentiment ou la défiance frappe effectivement dans l'œuvre du poète. Baudelaire n'est pas politique, il ne revendique rien, ne poursuit aucun but didactique. C'est un homme lucide qui nous donne à voir le monde avec sa sensibilité, avec une curiosité, un pessimisme latent, qui reçoit la lumière comme une grâce inattendue. Il regarde et se laisse saisir. Désarticulé, parfois fracturé, son langage résonne comme une voix familière. Son inquiétude nous inquiète, sa liberté aussi, ses provocations nous étonnent ou nous enchantent.
Baudelaire est un dandy, un citadin, un Parisien qui fustige le progrès, les habitudes mondaines, habillé toujours de noir, comme en deuil perpétuel d'une vie manquée et de ses frustrations. Misanthrope, fasciné par la foule des hommes à laquelle il ne peut appartenir. C'est en cela que Baudelaire provoque, tout en restant le poète de la jeunesse, de ses tumultes et de ses aspirations. Le recueil des Fleurs du Mal connaît 2 éditions. La première est publiée en 1857, censurée par un procès, puis rééditée et enrichie en 1861 dans une seconde édition. Nous nous intéresserons ici au jeu de contraste à partir de textes de ce recueil qui nous paraissent illustrer non seulement son titre, mais aussi les affrontements intimes du poète. Tout ce qui l'agite se rencontre et se cogne ici. La morale chrétienne, son goût pour la beauté, le mal et ses remèdes. Le choix des oxymores est immédiatement perceptible dans le titre, Les Fleurs du Mal, spleen et idéal. Car face au spleen qui le hante, le poète cherche un ailleurs. Dans le projet d'épilogue pour la seconde édition, Baudelaire écrit « Oh, vous soyez témoin que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » Ces 2 termes sont fréquemment employés par le poète dans le recueil, la boue et l'or. En les associant, il rappelle le pouvoir de l'alchimiste. Il invoque le mystère de son laboratoire, l'épuisement des vies à vouloir échapper à la mort. Dès lors, le poète s'interroge comment extraire la beauté du mal, comment guérir le mal, si ce n'est par la beauté. Le parfait chimiste se lance alors dans une quête éperdue de la beauté, beauté charnelle, vivante, tandis que le mal, lui, est métaphysique, peint selon les démons des mythologies religieuses. Vous chantez la chair sans l'aimer, d'une manière triste et détachée, lui écrit Gustave Flaubert. Or, l'érotisme qu'on a reproché à Baudelaire serait plutôt un hymne ardent à la beauté. Ils appartiennent tous au recueil Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Écoutons maintenant une série de poèmes aux motifs sombres et désespérés, lus spécialement pour En français dans le texte par l'une des plus grandes voix de la comédie française, celle du comédien et metteur en scène Denis Podalides. Et on commence avec un court poème, Une charogne, sans doute un des poèmes les plus provocants des Fleurs du Mal. Il renverse l'idéalisation et la célébration traditionnelle de la femme en créant l'effroi devant la réalité du cadavre en décomposition, d'autant plus effrayant qu'il surgit dans un cadre bucolique et idyllique. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion, oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
continue avec Remords posthume. Dans ce poème dédié à Jeanne Duval, Baudelaire veut aller au bout du face-à-face poétique avec la mort. Tout sauf une réalité abstraite, matérialisée ici par le tombeau et ses horreurs. Denis Podalides, à vous. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse, quand la pierre opprimant ta poitrine peureuse et tes flancs qu'assouplis d'un charmant nonchaloir empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds de courir leur course aventureuse, le tombeau, confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète, durant ces grandes nuits d'où le somme est banni, te dira que vous sert, courtisane imparfaite, de n'avoir pas connu ce que pleurent les morts, et le ver rongera ta peau comme un remords. Troisième poème, à vous faire entendre, il est titré « Allégorie ». Ici, sous la plume de Baudelaire, une fille de petite vertu se laisse aller à l'ivresse en prélude aux amours frivoles. Son portrait suffit à dire l'envers d'une époque dominée par la morale victorienne. La fascination baudelairienne pour l'obscène subvertit les valeurs de la morale publique. C'est une femme belle et de riche encolure qui laisse dans son vin traîner sa chevelure. Les griffes de l'amour, les poisons du tripot, tout glisse et tout s'émousse au granit de sa peau. Elle rit à la mort et nargue la débauche, ces monstres dont la main, qui toujours gratte et fauche, dans ses jeux destructeurs, a pourtant respecté de ce corps ferme et droit la rude majesté. Elle marche en déesse et repose en sultane. Elle a dans le plaisir la foi mahométane, et dans ses bras ouverts que remplissent ses seins, elle appelle des yeux la race des humains. Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde et pourtant nécessaire à la marche du monde, que la beauté du corps est un sublime don qui, de toute infamie, arrache le pardon. Elle ignore l'enfer comme le purgatoire, et quand l'heure viendra d'entrer dans la nuit noire, elle regardera la face de la mort ainsi qu'un nouveau-né, sans haine et sans remords. C'était 3 poèmes de Charles Baudelaire, Charogne, Remords posthume et Allégorie. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant pour cette émission consacrée aux fleurs du mal. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Et en français dans le texte se poursuit maintenant avec l'écoute puis l'analyse en longueur du poème Les Petites Vieilles préparé par Laure Soudy. Lecture signée Denis Podalides de la Comédie Française. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, aimons-les, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent tout pareils à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés, ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes où se pend un démon sans pitié. Tout cassés qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que maints cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant? La mort savante met dans ses bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant.
Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche à l'aspect de ses membres discords combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits faits d'un million de larmes, des creusets qu'un métal refroidi païta. Ses yeux mystérieux ont d'invincibles charmes pour celui que l'austère infortune allaita. De Frascati défunt, Vestale en amourée, prêtresse de Thalie, hélas, dont le souffleur enterré sait le nom, célèbre évaporée que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur, toute m'enivre, mais parmi ces êtres frêles, il en est qui, faisant de la douleur un miel, ont dit au dévouement qui leur prêtait ses ailes, hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel. L'une, par sa patrie au malheur exercée, l'autre que son époux surchargea de douleur, l'autre par son enfant madone transpercée, toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles. Une, entre autres, à l'heure où le soleil tombant ensanglante le ciel de blessures vermeilles, pensive, s'asseyait à l'écart sur un banc pour entendre un de ces concerts riches de cuivre dont les soldats parfois inondent nos jardins et qui, dans ces soirs d'or où l'on se sent revivre, verse quelque héroïsme au cœur des citadins. Celle-là, droite encore, fière et sentant la règle, humait avidement ce chant vif et guerrier. Son œil parfois s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle. Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier. Tels vous cheminez, stoïques et sans plainte, à travers le chaos des vivantes cités, mères au cœur saignant, courtisanes ou saintes, dont autrefois les noms partout s'étaient cités. Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant d'un amour dérisoire sur vos talons gambade un enfant lâche et vil. Honteuse d'exister, ombre ratatinée, peureuse le dos bas, vous côtoyez les murs, et nul ne vous salue, étrange destinée, débris d'humanité pour l'éternité mûre. Mais moi qui de loin tendrement vous surveille, l'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains, tout comme si j'étais votre père, ô merveille, je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. Je vois s'épanouir vos passions novices, sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus, mon cœur multiplié jouit de tous vos vices, mon âme resplendit de toutes vos vertus. Ruine, ma famille, ô cerveau congénère, je vous fais chaque soir un solennel adieu. Où serez-vous demain, Èves octogénaires, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu? Dans la première partie de ce poème, rédigé en alexandrin et composé de 9 quatrains, le poète nous expose ici un funeste tableau dont les personnages nous font frémir. Le poème fait partie de la rubrique Fantômes parisiens, ajoutée à la seconde édition en 1861. Si la peinture de ces petites vieilles, pour reprendre son titre, et comme il l'annonce d'ailleurs, est plutôt macabre et use de tournures fantastiques, le poète tend peu à peu vers la tendresse, puis vers la pitié. Comme vous avez pu l'entendre dans la voix de Denis Podalides, le premier vers s'ouvre avec un complément circonstanciel de lieu, dans les plis sinueux. L'auteur ne parle pas des sillons creusés par les rides chez ces petites vieilles, mais bien comme l'indique la suite, dans les sillons des vieilles capitales.
Nous retrouvons alors Paris, qui est le décor de cette partie du recueil intitulé « Tableau parisien », dans laquelle figure le poème. Mais ces petites vieilles sont sans doute universelles, partout les mêmes, ce qui explique le pluriel. Une première antithèse oppose les termes « horreur » et « enchantement », soulignant la bizarrerie des villes modernes et ce qu'elles charrient de tableaux absurdes. Le sujet de la phrase apparaît au vers 3, « Je guette ». Le regard du poète est tendu vers le paysage qu'il s'apprête à décrire, avec ce qui pourrait s'apparenter à l'acuité du naturaliste au sens scientifique du terme. Nous saurons ce qu'il guette avec une telle lucidité au vers d'après, le 4e vers, avec le complément d'objet des êtres singuliers, décrépits et charmants, en une longue périphrase qui vient compléter le titre du poème. Ce premier quatrain pose donc le cadre avec efficacité et pessimisme. La scène se déroule à Paris et le poète alerte cherche des sujets d'inspiration. Mais quelle sorte de muses peuvent proposer les villes modernes ? Vient alors la description de ces apparitions. D'abord, des êtres, puis ces monstres, repris une deuxième fois sans article, monstres brisés. Ces termes associés à des déterminants démonstratifs ou indéfinis sont précisés par divers participes passés à valeur d'adjectifs péjoratifs. Disloqué, brisé, bossu ou tordu, rendu cruel par l'énumération. Les attributs du sujet sont plus tendres, furent jadis des femmes ou ce sont encore des âmes, mais ils sont aussi vite disqualifiés par le passé simple, le furent, et des adverbes comme jadis, encore, renvoyés à un passé révolu. Le poète, toujours ambigu, les défend par l'analogie avec des femmes qui se sont illustrées par leur féminité. Éponine ou Laïs, tout en les exhibant, par des exclamations ou des injonctions, aimons-les. Le complément qui clôt le quatrain sert à les revêtir, humblement, sous des jupons troués et sous de froids tissus, écrit le poète, au pluriel, comme si elles portaient toutes les mêmes vêtements, comme s'il s'agissait de l'uniforme de la vieillesse. Le 3e quatrain est surtout l'occasion de découvrir le cadre de ces errances fantomatiques, des villes bruyantes, fumantes, effervescentes, brutales, qui fatiguent le poète autant que ses habitantes. L'allitération des consonnes, frémissant au fracas roulant, rend compte de la cacophonie de la ville moderne, de son agressivité. Le terme inique rime avec relique et oppose deux mondes. L'ancien se fige dans ses souvenirs, le nouveau consume le temps. L'adjectif dans l'expression petit sac, enfin, rappelle le titre, les petites vieilles, et fait de ces silhouettes des figures fragiles et vulnérables. 3 verbes se succèdent alors pour décrire leurs actions entravées, toujours rattachées au masculin pluriel du pronom « il », qui sera privilégié par la suite par le poète Charles Baudelaire. Il trotte, se traîne ou danse. Ces 3 verbes d'une syllabe, ce rythme qui s'élance, tout de suite interrompu, appelle en nous l'image de la petite vieille qui boite des corps empêchés, entravés, comparée ensuite à des marionnettes, des animaux blessés. Elles sont malmenées, enfin, par les rejets et les enjambements d'une strophe à l'autre qui ne leur accordent aucun répit. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent. Tous cassés qu'ils sont, ils ont des yeux perçants. Sous nos yeux à nous, elles n'en finissent pas de mourir, ces petites vieilles. Petit à petit, le regard du poète quand même s'attendrit. Après les avoir auscultées, il cherche une autre piste et c'est de nouveau l'adjectif petite qui le met sur une autre voie. Il l'associe au nom fille et toute la scène en est bouleversée, puisque ce ne sont plus les fantômes des villes, mais bien plutôt des créatures enfantines et malicieuses. Les adjectifs deviennent plus admiratifs, divins par exemple, et les actions un peu plus douces, qui s'étonnent et qui rient. Le poète nous prend à témoin avec cette question où il compare les 2 âges de la vie. Avez-vous remarqué que minces cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant ? Hélas, cette analogie sonne le glas de l'espoir puisqu'il s'agit de les comparer à la taille des tombes. Baudelaire en revient à l'un de ses thèmes fétiches, l'enterrement, la dégradation des corps, la fin. Et le voilà qui revient à la première personne. J'entrevois un fantôme débile, écrit Baudelaire, pour développer 2 idées qui jaillissent en regardant le spectacle de ces vieilles qui cheminent. D'abord, celle d'une réincarnation. Il écrit « Cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau », ou alors plus cynique, celle de la visualisation du menuisier qui adapte son travail à la variété des corps, disloqués par le temps. La forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Le poète s'amuse, vous l'entendez, de ces considérations, en profite pour se moquer de nous qui suivons le cheminement de ses réflexions, désavoue la magie par un « à moins que », méditant sur la géométrie, plus prosaïque, plaisanterie féroce.
Le dernier quatrain s'achève sur le rapport nécessaire, évident, entre le poète et son sujet. Baudelaire, après avoir joué à interpréter la scène qu'il avait sous les yeux, rend hommage à ces fantômes parisiens et au rapport intrinsèque qu'entretiennent la muse, le langage et le poète. En effet, il revient sur la seule partie de l'anatomie qui soit le reflet de l'âme, sans considération du temps qui passe, les yeux. Il les compare au puits, mot qui supporte la diérèse pour terminer l'hémistiche, à des creusets, et leur prête la qualité essentielle au poète d'invincible charme. Pour la première fois, Baudelaire utilise des points de suspension, comme si son sujet lui échappait et que le langage peinait à rendre compte de l'émotion. Qui est le plus à plaindre alors, celle qui fatalement vieillit ou celui qui regarde, à en épuiser le monde, à s'en vider d'espoir, de mélancoliques tableaux dont il attend l'inspiration? En dédiant ce poème à Victor Hugo, Baudelaire cherche à imiter ce qu'il admire chez lui, à savoir quelques pièces de vos recueils où une charité si magnifique se mêle à une familiarité si touchante. C'est ce que lui reprochait le procureur Pinard lors du procès des Fleurs du Mal, mais il le disait en d'autres termes. De bonne foi, croyez-vous qu'on puisse tout dire, tout peindre, tout mettre à nu, pourvu qu'on parle ensuite du dégoût, né de la débauche, et qu'on décrive les maladies qui la punissent? Le poète fait ainsi de l'or avec de la boue et des petites vieilles défraîchies, un poème en alexandrin. Les petites vieilles nous permet ainsi d'entrer dans le laboratoire du poète. Il nous dévoile son travail, sa méthode et même son désespoir. Le spleen de Baudelaire, c'est bien cette désolation de celui qui, à force de tout regarder, de tout écouter, de tout sentir, ne peut plus espérer. Aux failles se mêle désormais cette mélancolie insondable, et si l'écriture s'obsède et s'épuise à l'étudier, elle ne peut sauver le poète. Et maintenant, tous à vos livres. Merci beaucoup à Laure Soudy pour son analyse éclairée des Fleurs du Mal de Baudelaire. Lecture signée Denis Podalides de la Comédie Française. Sa mise en scène des Fourberies de Scapin de Molière était par ailleurs diffusée hier soir sur France 5 dans le cadre de Au spectacle chez soi dont nous sommes partenaires. Pièce à revoir sur franceculture.fr. Tout de suite, un papier, un stylo. La dictée de Rachid Santaki est à suivre sur notre antenne ou en vidéo si vous le souhaitez sur le Facebook de France Culture. À l'occasion du centenaire de la naissance du grand pianiste et compositeur américain de jazz David Warren Brubeck, le plus célèbre album de Dave Brubeck, accompagné de son quartet, ressort Time Out. C'est son titre avec des versions inédites de ses plus grands morceaux comme ce Take 5 ou son magnifique Blue Rando. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. C'est pas ce que vous croyez. Un film de Peter Becherel. Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham. Croyez ce que vous vouliez. Moi, j'y suis pas été. C'est pas ce que vous croyez. Le premier film qu'avec des fautes de grammaire. Elle est mourue étranglée avec une corde. Vous aurez pu la tuer. Je voyais pas comment. Je m'ai endormi. C'est pas ce que vous croyez. Le film qu'il faut aller avoir vu, avec John Syntax et Peter Faute d'accord. C'est qu'est-ce que j'ai dit sur vous qui compte, Graham. C'est ce que tout le monde croit en ville.
Et moi, je vais vous faire montrer que qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'il faut retiendre. C'est pas ce que vous croyez. Plus de 500 fautes de conjugaison en 2 heures. Bientôt voyable au cinéma. Il faut absolument qu'on le regarde. Bonjour Rachid. Bonjour Olivia. C'était Cad et Olivier, c'est pas ce que vous croyez. C'est parfois plus difficile en fait d'écrire avec plein de fautes de grammaire et d'orthographe que sans, hein. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Un salut spécifique au public en détention qui nous ont rejoints aujourd'hui et j'espère qu'on vous retrouvera désormais tous les samedis pour la grande dictée de Rachid Santaki. Bienvenue aussi à tous les bénévoles qui font le lien et rendent cette initiative possible. Bienvenue enfin à vous qui nous suivez de chez vous. Comme chaque samedi ou pour la première fois dans votre vie, vous allez voir, c'est addictif cette grande dictée de Rachid Santaki. Et bonjour surtout à nos invités, aujourd'hui le dessinateur de bande dessinée et de graffiti, Berthe Ewan, ancien détenu, auteur notamment de L'évasion, journal d'un condamné, ou encore de L'évasion, Vive la liberté, avec une faute d'orthographe a priori, sauf qu'il y a un très bon jeu de mots avec votre prénom, le vrai. Berthe, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes muni d'un stylo et d'un papier? Alors j'ai tout ce qu'il faut et j'ai la tête avec. Super, super. Pas de pinceau, hein. Pour cette fois ça vous servira à rien. En revanche, crayon papier c'est possible et une gomme si vous souhaitez vous corriger au fil de la dictée. À nos côtés aussi Alain Petiot, président d'Auxilia, une association qui œuvre à la réinsertion des personnes en difficulté, parmi lesquelles notamment des détenus ou des anciens détenus et parmi lesquels toujours les 2000 détenus apprenants que vous entourez avec Auxilia qui suivent des cours par correspondance ou en face à face. Un certain nombre d'entre eux sont logiquement avec nous aujourd'hui. Vous les avez prévenus via vos bénévoles. Bonjour Alain Petiot. Bonjour Olivia, bonjour Rachid, bonjour Berthe Ewan. Alors racontez-nous. Merci pour votre invitation et la reconnaissance du travail fait par nos quelques 800 bénévoles vis-à-vis de toutes les personnes détenues qui souhaitent se former. Racontez-nous Alain Petiot, dans les établissements pénitentiaires, dans quelles conditions, à votre connaissance, cette dictée va-t-elle se dérouler? Certains vont l'écouter sur la radio, d'autres vont l'écouter sur les boucles internes de télévision, puisque dans certains établissements, il y a des boucles internes et l'administration pénitentiaire, les conseillers pénitentiaires d'insertion ou les relais locaux d'enseignement qu'on a mobilisé un peu sur cette opération, ont répondu avec enthousiasme pour mobiliser un peu le maximum de monde, ceux auxquels Auxilia assure des cours, mais aussi les co-détenus ou le personnel pénitentiaire. Enfin, on a invité bien sûr le maximum de monde pour en faire un grand moment un peu d'échange et de partage par-dessus les murs, par-dessus les ondes, par-dessus les océans même, puisque même en Polynésie française et dans les Antilles, ils se sont mobilisés pour honorer ce rendez-vous. Eh ben, on est bien content de vous retrouver tous, de vous réunir peut-être pour ce moment, de faire tous ensemble cette grande dictée de Rachid Santaki. Il suffit, c'est très simple, hein, vous l'aurez compris, de vous munir d'une feuille blanche ou à rayures, d'un stylo ou d'un crayon. Et puis on va écouter Rachid nous parler de ce texte qu'il a choisi à l'occasion des 27e Journées nationales des prisons. Vous avez trouvé un texte qui va faire résonner les mots de l'un des prisonniers les plus célèbres de la littérature, hein, Rachid Santaki. Effectivement, j'ai pris un extrait du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas et donc un passage avec le célèbre Dantès. Edmond Dantès, voilà, dénoncé à tort, envoyé dans les geôles du château d'If. Il fera là-bas la rencontre de l'abbé Faria, compagnon de captivité, qui va apporter à cet ancien marin tout son savoir, instruit en détention. Il va ensuite suivre la piste d'un trésor, et la fortune faite va organiser son destin vengeur. Edmond Dantès, qui deviendra donc, ce sera l'une de ses identités, le comte de Monte Cristo, livre célèbre d'aventure d'Alexandre Dumas. Vous avez donc choisi un extrait de ce texte. On va rappeler peut-être ensemble les règles, Rachid Santaki, les règles du jeu, parce que c'est un jeu, cette dictée. Une première lecture d'abord pour se mettre le texte dans l'oreille.
une seconde moins rapide pendant laquelle on écrit et puis après c'est fini, on se relit avec une lecture-correction et surtout, Rachid, vous n'hésitez pas à mettre en avant, vous Alain Petiot et vous Berthéouane, qui êtes connectés avec nous et avec le studio, les questions qui se sont posées pour vous sur des points de grammaire ou d'orthographe que vous avez pu juger éventuellement difficiles ou pas réussi à arbitrer la manière dont ça s'écrit. C'est bien ça, Rachid, j'ai rien oublié? Oui, je pense que vous êtes habitué à l'exercice, chère Olivia. De présentation, parce que je la dictée, je la fais pas souvent. Il faudrait quand même que je m'y remette un de ces jours, on va échanger les rôles. Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, à vous, Rachid Santaki, je vous propose de faire cette première lecture. Alors il se traîna avec précaution jusqu'au sommet d'un rocher qui lui dérobait l'aspect de la mer, et de là il vit la tartane achever son appareillage, lever l'ancre, se balancer gracieusement comme une mouette qui va prendre son vol et partir. Ce sera donc la fin de la première partie. Au bout d'une heure, elle avait complètement disparu, du moins de l'endroit où était demeuré le blessé. Il était impossible de la voir. Alors Dantès se releva, plus souple et plus léger qu'un des chevreaux qui bondissaient parmi les myrtes et les lentisques sur ces rochers sauvages, prit son fusil d'une main, sa pioche de l'autre, et courut à cette roche à laquelle aboutissaient les entailles qu'il avait remarquées sur les rochers. Point final et fin de cette première lecture. Merci beaucoup Rachid. Je rappelle que l'on est tous confinés, chacun chez soi, alors en prison, pour les détenus qui sont avec nous, et spécialement aujourd'hui et qu'on espère retrouver les semaines prochaines. Chez vous, en Seine-Saint-Denis, Rachid Santaki, Alain Petiot et Berthéouane chez eux également. Et de mon côté, plaisir de pouvoir être confiné avec vous dans un studio de France Culture. Et tout de suite, on prend donc son stylo et on commence cette dictée avec une lecture un peu moins rapide. Par vos soins toujours, Rachid Santaki. Merci Olivia. Alors, il se traîna. Alors, il se traîna avec précaution. Alors, il se traîna avec précaution jusqu'au sommet. Alors il se traîna avec précaution jusqu'au sommet d'un rocher. Jusqu'au sommet d'un rocher qui lui dérobait. Je répète, alors il se traîna avec précaution jusqu'au sommet d'un rocher qui lui dérobait l'aspect de la mer, virgule, qui lui dérobait l'aspect de la mer, virgule, et de là, il vit, donc je répète, l'aspect de la mer, virgule, et de là, il vit la tartane, qui lui dérobait l'aspect de la mer, virgule, et de là, il vit la tartane achever son appareillage, virgule, et de là, il vit la tartane achever son appareillage, virgule, lever l'ancre, virgule, son appareillage, virgule, lever l'ancre, virgule, lever l'ancre, virgule, se balancer gracieusement, se balancer gracieusement, lever l'ancre, virgule, se balancer gracieusement, comme une mouette, se balancer gracieusement comme une mouette qui va prendre
qui va prendre son vol, virgule. Donc je répète, comme une mouette qui va prendre son vol, virgule, et partir, point. Donc fin de la première partie, je répète ce passage pour les participantes et participants. Se balancer gracieusement comme une mouette qui va prendre son vol, virgule, et partir, point. Au bout d'une heure, virgule, au bout d'une heure, virgule, elle avait complètement disparu, de point. Au bout d'une heure, virgule, elle avait complètement disparu, de point. Je répète, au bout d'une heure, virgule, elle avait complètement disparu, de point. Du moins, virgule, du moins, virgule, de l'endroit où était demeuré, du moins, virgule, de l'endroit où était demeuré le blessé, virgule, de l'endroit où était demeuré le blessé, virgule, il était impossible de la voir, point. De la voir, point. Il était impossible de la voir, point. Alors Dantès, donc je vais épeler Dantès, alors Dantès, D majuscule A-N-T-E accent grave, S. Alors Dantès se releva, virgule, alors Dantès se releva, virgule, plus souple et plus léger. Alors Dantès se releva, virgule, plus souple et plus léger qu'un des chevreaux qui bondissaient parmi les myrtes. Plus souple et plus léger qu'un des chevreaux qui bondissaient parmi les myrtes, et les lentisques qui bondissaient parmi les myrtes et les lentisques sur ces rochers sauvages, virgule, qui bondissaient parmi les myrtes et les lentisques sur ces rochers sauvages, virgule, prit son fusil d'une main, virgule, prit son fusil d'une main, virgule, je répète, parmi les myrtes et les lentisques sur ces rochers sauvages, virgule, prit son fusil d'une main, virgule, sa pioche de l'autre, virgule, sa pioche de l'autre, virgule, prit son fusil d'une main, virgule, sa pioche de l'autre, virgule, et courut à cette roche, et courut à cette roche, à laquelle aboutissait, et courut à cette roche à laquelle aboutissaient les entailles, qu'il avait remarquées sur les rochers. Point final. Je vais répéter ce dernier passage. Et courut à cette roche à laquelle aboutissaient les entailles qu'il avait remarquées sur les rochers. Point final. Merci beaucoup Rachid Santaki pour cette lecture dictée, en espérant que vous ayez pris plaisir toutes et tous à écouter, noter, écrire, où que vous soyez, à vous approprier ces mots d'Alexandre Dumas. Alors que les librairies rouvrent partout en France, vous indiquez une
réédition du Comte de Monte Cristo, le Comte de Monte Cristo par Dumas, illustration d'Édouard Rioux, c'est aux Presses de la Cité, à des vieilles illustrations d'époque à retrouver pour cette belle réédition, ou tout simplement, si vous le souhaitez, en livre de poche dans la collection des classiques. Alors maintenant, la correction, on y va à deux voix, à Rachid. Alors il se traîna. Berthéwan, comment avez-vous écrit le verbe traîner au passé simple? Alors, je l'ai écrit T-R-A-I avec un accent circonflexe, N-A. Parfait. Alors, il se traîna avec précaution jusqu'au sommet d'un rocher. Rocher, R-O-C-H-E-R. Sommet, S-O-2-M-E-T, si la question se pose. Alors, il se traîna avec précaution jusqu'au sommet d'un rocher qui lui dérobait, alors là on passe à l'imparfait pour ce verbe du premier groupe, dérober, D-E-R-O-B-A-I-T, l'aspect de la mer, l'aspect, il y a un C muet, un C qui ne s'entend pas, L'apostrophe, l'aspect, exactement, L'apostrophe A-S-P-E-C-T, de la mer. Et de là, il vit la tartane achever son appareillage. Avec vous, peut-être Alain Petiot, la tartane, comment l'avez-vous écrit? Alors, j'ai écrit que ça... T majuscule A-R-T-A-N-E. J'ai fait une écriture un peu phonétique. J'ai considéré que c'était le nom du bateau. Exactement. Exactement, la tartane, c'est un nom féminin et c'est un bateau à voile, un bateau de pêche assez typique de la mer Méditerranée. Rappelons que le château d'If, où était emprisonné Edmond Dantès, se trouve au large de Marseille. De là, il vit, V-I-T. Là, ne pas oublier l'accent, c'est le là, non pas le déterminant, mais le là de la destination. Et de là, il vit le la tartane achevé. Et accent aigu ou ER pour vous, Berthéwan? R. ER. Et vous avez fait comment pour le savoir? Eh ben, en fait, je me suis rappelé, vous savez, les règles quand on était petit, on pouvait changer un mot, en fait. Ouais. Et il vit la tartane boire ou prendre. Ou vendre, exactement. On a tous le même moyen mémotechnique pour parvenir à savoir s'il faut mettre un infinitif au verbe en ER, à ne pas confondre donc avec les participes passés en « et ». Son appareillage a 2 P, A, R, E, I, 2 L, A, G, E. Lever l'ancre, même règle, L-E-V-E-R, on est sur un infinitif. L'ancre, vous l'avez écrit avec un E ou un A pour faire le son en? Avec un A. Alors moi, je vous avoue que au début, j'ai hésité, mais j'ai écrit avec un A. Mais parce que je savais que l'encre avec un E, c'est l'encre pour écrire. Exactement, l'encre que l'on va mettre dans le stylo plume notamment. Se balancer, S-E, plus loin B-A-L-A-N-C-E-R, gracieusement, comme une mouette qui va prendre son envol et partir. Comme CO2ME, une mouette, M-O-U-E-T-E, qui va prendre son vol, V-O-L, tout simplement, et partir. Ça, c'est pour la première partie du texte. Au bout d'une heure, elle avait complètement disparu. Du moins, virgule, de l'endroit où était demeuré le blessé. Je vous laisse poursuivre, Rachid Santaki. Alors, de l'endroit où ne pas oublier l'accent, pareil, l'accent grave, c'est le ou de la destination. Donc le lieu, en fait, où était demeuré le blessé, donc demeuré, accent aigu, et également pour blessé, évidemment, ce n'est pas le verbe. Il était impossible de la voir. Donc, petite... nuance, il était impossible, j'ai vraiment essayé de séparer, donc c'est pas de l'avoir, le verbe avoir, c'est l'apercevoir, de l'avoir, donc D-E, plus loin L-A, et plus loin voir. Est-ce que Berthéwan, monsieur Petiot, vous n'avez pas fait de confusion avec le verbe avoir et l'apercevoir? Si, moi je me suis fait avoir. Bon, ça compte pour une demi-fois. Moi je me suis fait avoir. Ouais. Et j'ai fait attention dans ma lecture. J'ai essayé vraiment de découper ces 3 mots. Donc c'était de l'apercevoir, mais on pouvait se tromper. Alors, Dantès se releva, virgule, plus souple et plus léger qu'un des chevreaux. Donc, pas de difficulté particulière. Releva, R-E-L-E-V-A, virgule, plus souple et plus léger, L, E accent aigu, G-E-R, qu'un des chevreaux.
Berthéwan, Monsieur Petiot, Chevreau. Alors, Chevreau... Attends, mais alors, moi, bon, je crois que je me suis... Vous vous êtes trompé où, Berthéwan? Attendez, on a une difficulté. Ouais, Où ça? ouais, je crois que j'ai une difficulté, alors. Parce que Rachid, tu viens de dire... Comment t'as écrit léger, là? Oui, plus léger. L-E accent aigu, G-E-R. Ah ouais, moi, j'ai pas mis de R, j'avoue. Vous avez remis E accent aigu, léger. Ouais, comme un D'accord. bête, ouais. Alors, non, sur l'adjectif, Voilà. c'est ER. Et comme ça fait légère Oui, au le pire, c'est que féminin. je le sais. Légère Exact, au féminin. Ouais. Exact. Le pire, c'est que je le sais. Avec l'accent Très grave, RE. Chevreau, attention à la fin, donc un X, C-H-E-V-R-E-A-U-X, qui bondissait, Oui. alors là on est à l'imparfait, 2 S A-I-E-N-T, parmi, sans S. un des chevaux. Ah oui, pardon. Ah oui, j'ai- c'est bon, j'ai vrai, vous trompé. avez raison, et plus Mais léger mieux, qu'un c'est des beau, chevreaux qui ouais. bondissait. Et là c'est les chevreaux, ça s'accorde avec C'est des les chevreaux. Oui, oui. Moi, j'ai mis aussi. Ouais, Oui. tout à fait. C'est piège, j'aurais fait comme vous en fait. Alors Dantès se releva plus souple et plus léger qu'un des chevreaux qui bondissait parmi les myrtes. Alain Petiot, comment vous l'avez écrit? Aïe. Alors là, j'ai vraiment un doute. M-Y-R. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas 2 R par hasard? T-H-E-S. Et vous, Berthéwan? Alors, moi, je l'ai écrit M-Y-R-T-E-S. M-Y-R-T-E-S. Eh ben, c'est vous qui avez la bonne réponse. Ah bah. Et Rachid Santaki va ça, vous c'est un dire coup de pourquoi. Alors, donc les myrtes, non masculin, et donc le myrte est un arbuste du maquis originaire du bassin méditerranéen. Son feuillage est dense, ses fleurs blanches et ses baies noir-bleu sont très parfumées. Donc c'était bien M-Y-R-T-E-S au pluriel. Et des lentisques. Alors, lentisque, donc de lentiscus, L-E-N-T-I-S-Q-U-E-S, ici on l'a mis au pluriel, donc lentisque. Et donc c'est un arbre au mastic. Sur ces rochers sauvages, c'est E-S, rocher, R-O-C-H-E-R-S, sauvage au pluriel aussi, avec un S. Prit son fusil d'une main. Alors, c'est toujours lui, Dantès, qui le prend, P-R-I-T, au passé simple, son fusil F-U-S-I-L, d'une main, sa pioche de l'autre, et courut. Comment vous écrivez couru, Berthéwan? Est-ce qu'on court plus vite avec un R ou 2 R? Avec un R. Je l'ai mis avec un R. C'est parfait. On ne court pas plus vite avec 2 R, voilà la règle. À cette roche à laquelle aboutissait 2 S-A-I-E-N-T, à laquelle en 2 mots, surtout, donc A, et plus loin, L-A-Q-U-E, 2 L-E. Aboutissait 2 S-A-I-E-N-T, les entailles. Entaille, il faut le savoir, mais en même temps, c'est comme la taille que l'on peut faire. Donc, E-N-T-A-I-2-L-E-S, qu'il avait remarqué sur les rochers. Peut-être la seule difficulté, remarquer, qu'est-ce que vous avez mis à la fin? Est-ce que vous l'avez accordé ou pas accordé? Berthéwan, Alain Petiot. Non, je l'ai pas accordé, moi. J'ai mis R. Alors, moi, j'ai accordé avec les entailles, puisque c'est le complément d'objet direct placé avant. Il avait remarqué quoi? Les entailles, féminin pluriel, Ah bah donc oui. remarqué Q-U-E, accent aigu, E-S. Exactement. On n'accorde pas généralement Parfait. avec l'auxiliaire avoir, seulement avec l'auxiliaire Ça perd être, l'hypothèque. sauf quand le complément d'objet direct précède le groupe verbal est placé avant, ce qui est le cas là. Remarquez quoi? Les entailles, effectivement. C'est bien le COD et pas le COI, le complément d'objet indirect. Dans ces cas-là, on accorde. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été combien de fautes Oui. Oui. on totalise? Voilà, moi, j'ai 3 Ouais. fautes. Désolé. Ben, moi, j'en ai 4. Hein. Eh ben, c'est bien quand même. Vous, Voilà. vous êtes Ça fait chacun. beaucoup. J'avais une question C'est une quand même, moyenne. tout au tout début, avec précaution. C'est au pluriel ou au singulier? Au singulier. Et merci pour votre honnêteté à tous les deux, c'est-à-dire d'avoir aussi signalé quand vous avez rencontré des points de difficulté. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez pris plaisir à faire cette dictée. Et je vous indique, pour ceux qui ont un accès Internet, qu'ils peuvent aller sur la page de En français dans le texte ou de la grande dictée de Rachid Santaki pour retrouver l'intégralité de la correction de cette dictée. Ou simplement vous plongez dans le livre d'Alexandre Dumas et vous retrouverez aussi le passage. Berthéwan, les ateliers d'écriture et de dessin auxquels vous participez, ça c'est des invitations aussi à écrire, à écrire sa vie ou à la dessiner. L'orthographe, elle a sa place dans ces ateliers ou vous n'y faites pas trop attention, que ça ne devienne pas un frein, un obstacle à se raconter?
Alors c'est exactement ça. J'essaie de ne pas y faire trop attention en fait, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité face à l'orthographe, en tout cas en détention. Et le plus important, ce que j'explique aux personnes qui participent, c'est qu'on est tous riches, on a tous quelque chose dans la tête, on a tous quelque chose à raconter en fait. Et le plus important donc est l'histoire. Et ensuite vient l'écriture. Et pour finaliser, c'est le dessin. On a tendance à penser que faire de la BD, c'est simplement dessiner, mais c'est beaucoup d'autres choses avant. Quelles actions menez-vous aujourd'hui dans les prisons de votre côté, Alain Petiot, avec Auxilia? Donc c'est essentiellement de l'enseignement par correspondance, individuel, gratuit, adapté à chaque personne, ce qui permet d'apporter des cours à des personnes qui n'ont pas accès en prison, soit parce que la matière qu'ils veulent n'est pas disponible, soit parce que leur situation le permet pas, par exemple les personnes isolées. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un taux d'illettrisme de 23% au niveau de l'ensemble de la population pénale, ce qui est quand même énorme. En France, le taux moyen est de 7%. 23%, presque 1 sur 4. Et l'importance de l'écrit est vraiment capitale. On a des témoignages là de détenus qui nous ont envoyé un peu leurs impressions de longue date, un peu sur ce qu'ils font et ce qu'ils reçoivent au niveau des cours. Et il y a Alex, par exemple, qui nous disait, si vous ne savez pas écrire, il est impossible de faire quoi que ce soit, y compris en prison, y compris pour demander à apprendre à écrire. Tout passe par l'écrit en prison. Toute demande pour une activité, pour quoi que ce soit, passe par l'écrit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par ça. Donc la formation, c'est vraiment quelque chose de capital. Dans un rapport parlementaire récent, il est affirmé que 1 euro investi en formation en détention fait 4 euros d'économie sur le coût de la récidive. Merci beaucoup à vous, Alain Petiot, d'être venu témoigner à la fois de ce que vous faites avec votre association Auxilia et l'aide que vous apportez hors les murs et dans les murs. Merci à vous, Berthéoine, d'avoir aussi participé à cette dictée et d'avoir partagé avec nous et avec les auditeurs de France Culture votre plaisir des mots et pour les mots. Merci à tous. Et tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Et bonjour Étienne, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Bonjour Olivia, vous serez d'accord avec moi pour dire que les anagrammes sont parfois si fascinantes qu'elles nous transforment à notre insu en kabbalistes. Par exemple, on peut s'étonner ou s'émerveiller de ce que la vitesse de la lumière soit l'anagramme de « limite les rêves au-delà ». Tout se passe comme si l'une des implications de la théorie de la relativité d'Einstein, à savoir qu'une particule ne peut se déplacer plus vite que la lumière, se trouvait là magiquement concentrée. Mais parfois, l'anagramme vient directement contredire le mot ou l'expression de départ. Par exemple, il est piquant qu'une anagramme de l'accélérateur de particules soit « éclipsera l'éclat du créateur », alors même que d'aucuns ont prétendu que le boson de Higgs, découvert en 2012 justement grâce à un accélérateur, serait la particule de Dieu. Mais je vais vous donner 2 autres exemples encore plus spectaculaires qui m'ont été signalés par le génial Olivier Garcia. Vous avez noté comme moi qu'on débat ardemment en ce moment à propos de la 5G. On se demande si, avec elle, nous vivrons plus ensemble ou moins ensemble, si nous serons encore plus atomisés ou si nous ferons davantage société. On s'interroge également sur ses possibles effets sur notre intimité et sur notre vie privée, comme s'il fallait choisir entre la protection de la vie privée et son anagramme, qui est aussi son contraire, vivre et pied. Dernier exemple de contradiction apparente entre une expression et son anagramme, les ravages de l'amour qui ont pour anagramme la saveur de l'orgasme. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci beaucoup Étienne Klein, effectivement. On est samedi, on va y réfléchir tout tranquillement. Très belle après-midi ou très belle fin de journée à vous. C'était En français dans le texte. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Émission préparée avec soin par Catherine Denay et Sandrine Chaperon. À la réalisation aujourd'hui, Mydia Portis-Guérin, avec à la technique Baptiste Lénard et Anthony Thomasson. Très belle fin d'après-midi à tous sur France Culture.